Bonjour à tous. Constatant qu'il y a quorum, je déclare la séance ouverte et je vous invite tous à un moment de recueillement. Je vous remercie. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bussière, appuyé par M. Dufresne. Merci. Point 2, adoption des prévisions budgétaires 2016 reliées aux responsabilités de proximité. C'est proposé par M. le maire, appuyé par M. Julien. Je vous remercie. Donc, évidemment, pour les interventions, je vais d'abord laisser la parole à M. le maire, s'il souhaite intervenir. Par la suite, M. Chouari. Et pour la suite, les autres membres du Conseil. Monsieur le maire, je vous octroie 10 minutes et aux autres, j'offrirai 6 minutes. Tout bien, toujours sur l'ensemble du budget, c'est ça? Oui. Écoutez, j'ai le goût d'être bref, tout simplement. Non, je suis moins sûr tout d'un coup. On avait dit lors du dépôt du budget, il y a quelques jours, c'était probablement la journée la plus importante de nos 8 années, ici à la tête de la ville. On a travaillé très fort en étant patient et rigoureux depuis 6 ans pour en arriver au budget de cette année. Un budget qui fait en sorte que pour la première fois dans l'histoire de la ville, la dette accumulée de la ville diminue. Puis elle diminue d'au-delà de 50 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Et elle diminuera toujours. On ne voit pas à l'horizon une raison qui pourrait nous empêcher de faire en sorte que cette dette diminue. Même si la dette diminue, nous allons continuer à investir massivement dans les infrastructures, comme nous le faisons depuis plusieurs années. On a pris l'engagement d'investir 7 milliards de dollars en 15 ans et nous allons respecter cet engagement comme nous respectons tous nos engagements. En même temps, et je voudrais corriger une chose, on a dit que ce n'est pas vrai que le nombre d'employés à la ville diminue. Non, le nombre d'employés diminue. On a coupé 720 postes. Si on ne fait pas de restriction mentale, ça veut dire ceci. Si on n'avait pas coupé 720 postes, ces 720 personnes-là travailleraient encore à la ville. Alors, la vérité, c'est qu'on diminue notre personnel. Et je terminerai en disant ceci. La promesse de diminuer la dette, la promesse de taxer l'inflation, la promesse de continuer à investir massivement dans les infrastructures, c'est possible parce qu'on a un plan et un cadre financier que l'on suit depuis 6 ans. Et je termine en remerciant encore une fois toute l'équipe de Mme Pinault, l'équipe des finances, pour leur travail extraordinaire. Je remercie mes collègues pour la solidarité dans cette patience et dans cette rigueur. Et on est très fiers de notre budget. Merci. Merci, M. le maire. M. Chouari. Merci, Mme la présidente. Je vais débuter par remercier aussi la direction générale et tous les directeurs de services qui sont venus pendant 2 semaines nous présenter le budget, le PTI. C'est un exercice qui est fort apprécié et toujours instructif. Nous avons eu l'opportunité de poser nos questions. Nous n'avons pas toujours eu toutes les réponses, mais je pense qu'un effort a été fait pour nous permettre d'avoir l'opportunité de poser nos questions dans le cadre de cet exercice. Je vais commencer avec le budget. Malheureusement, cette année, les citoyens n'auront pas de répit en ce qui concerne l'augmentation des taxes. Les taxes vont augmenter à 5,4 % pour Vanier, à 3,3 % pour Lac-Saint-Charles, 3,2 % pour Saint-Émile, 3 % pour Sillery, 2,9 % pour Beauport, 2,5 % pour Cap-Rouge, 2,4 % pour Charlebourg et Québec, 2,2 % pour Sainte-Foy, 1,9 % pour Loretteville et 1,1 % pour Val-Bélair. Alors, les taxes à Québec demeurent parmi les plus élevées au Québec. Je vous rappelle que Québec est au 9e rang parmi les 10 grandes villes du Québec et Québec taxe en moyenne 630 $ de plus qu'à Lévis. Et je vais prendre aussi un autre exemple. L'ancienne Lorette fait partie de l'agglomération de Québec. L'ancienne Lorette, la charge fiscale moyenne est à 3 164 alors qu'elle est à 3 257 à Québec. Donc, les citoyens de l'ancienne Lorette sont moins taxés qu'à Québec. Si je regarde le montant de taxes par unité d'évaluation imposable, la Ville de Québec se trouve également au 9e rang sur 10 en 2014
avec un montant de 5 804 $, alors que pour Lévis, c'est de 3 680 $. Et si je reprends un exemple d'Ancienne-Lorette, qui fait partie de l'agglomération de Québec, c'est de 4 473 $. Alors, par unité d'évaluation, Québec taxe plus que Lévis et l'Ancienne-Lorette. Oui, le maire nous a annoncé une baisse de la dette en 2016, mais il faut mentionner que le service de la dette, lui, continue d'augmenter et c'est 20 du compte de taxes des citoyens de Québec qui va servir à payer le service de la dette. Et la dette a augmenté de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Alors, le service de la dette va continuer d'augmenter et ne baissera qu'en 2018. Et le service de la dette nette a augmenté de 47 entre 2008 et 2016, passant de 163,7 millions à 241,4 millions. Selon les données du ministère des Affaires municipales, la Ville de Québec est parmi les plus endettées du Québec, soit au 8e rang sur les 10 grandes villes. L'agence de crédit Moody's notait d'ailleurs dans son rapport daté du 26 octobre dernier que le poids de la dette à la Ville de Québec demeure parmi les plus élevés des municipalités canadiennes cotées par Moody's et est relativement élevé en comparaison avec des villes similaires dans le monde. Et entre 2008 et 2015, la dette nette de la Ville est passée de 1 milliard 140 millions à 1 milliard 688 millions, soit une augmentation de 43 en 6 ans. Alors, la diminution de la dette pour 2016 sera de 59,1 millions et ça représente 3,5 de celle-ci. Alors, les taxes résidentielles vont augmenter, les taxes non résidentielles commerciales vont augmenter et il y aura aussi les tarifs et les amendes qui vont augmenter en 2016. On va prendre un exemple des parcomètres de la Ville. Les parcomètres font souvent l'objet de manchettes. Les parcomètres vont passer de 2,25 à 2,50, une augmentation de 11,1 %. C'est plus que l'inflation. Pourquoi la Ville cherche-t-elle à aller chercher des revenus partout? Parce que la Ville augmente ses dépenses. Les dépenses de la Ville vont augmenter de 2,8 % en 2016 et selon les HEC Montréal, c'est la Ville de Québec qui connaît la plus importante hausse dans ses dépenses au Québec, soit 5,575 % dans les 5 dernières années. Les coûts augmentent dans d'autres domaines où la Ville a déjà des dépenses plus élevées. Prenons les matières résiduelles, par exemple. La collecte des déchets, on parle de 90 et 75 par citoyen, alors que la moyenne des grandes villes est de 76. Le maire nous a parlé tantôt qu'il a coupé 720 postes dans l'administration. Alors, si j'ai bien compris, lorsqu'un poste se libère, quelqu'un quitte ou part à la retraite, il y avait un poste sur 2 ou un poste sur 3 qui était coupé, ce qui a fait qu'il a coupé environ 720 postes. Alors, ce n'est pas des postes qui existeraient toujours aujourd'hui parce qu'ils sont devenus vacants. Alors, il y avait une opportunité de les couper et c'est un peu normal qu'une organisation fasse ça, revoie son organisation toujours et c'est en constante évolution. D'ailleurs, en novembre 2013, le maire a dit qu'il économiserait environ 190 millions par année grâce à l'élimination de près de 1000 postes. Malheureusement, les économies ne sont pas au rendez-vous parce que malgré les 720 postes coupés, d'autres ont été créés et il y a maintenant 5025 personnes équivalentes temps complet qui seront payées dans le budget 2016, alors qu'en 2003, il y en avait moins, 4 951. Nous avons, dans les 2 dernières semaines, questionné l'administration sur les différents dossiers, différents sujets. Nous avons aussi remis en question certaines décisions, entre autres les bonis et ajustements salariaux de 2 millions versés au cadre de la Ville. Depuis 2012, c'est 7,5 millions qui leur ont été versés. Le budget de fonctionnement des technologies de l'information et des télécommunications a augmenté de plus de 50 % entre 2009 et 2016 pour atteindre 31,1 millions cette année. Et le service des communications, un budget total de 7,2 millions, en hausse de 36 % en 3 ans, dont 3,9 millions seulement pour le marketing en 2016. L'augmentation de la contribution au RTC est
tout près de 5 millions en 2016, soit 4,4 %, alors que nous constatons une stabilisation de l'achalandage, légère baisse, légère hausse, mais le service ne s'améliore pas, il n'y a pas de nouveaux services offerts. Alors, des montants importants ont été investis dans les grands événements et on n'est pas capable d'évaluer les vraies retombées économiques pour tous les événements et s'il y en a. Alors, on ne sait pas s'il y a des vraies retombées économiques pour les grands événements, alors que ça devrait être un élément qui nous permette de mesurer si les sommes investies en valent vraiment la peine et atteignent les objectifs visés. On nous a parlé de la possibilité qu'Expo Québec ne revienne pas en 2016. Alors, c'est flottant. Même si on le retrouve dans le budget, on questionne la tenue d'Expo Québec en 2016. Et l'avenir du Colisée, le Colisée est fermé. Il n'occasionnera pas de nouvelles dépenses en 2016, mis à part garder l'immeuble tel qu'il est actuellement. Mais on ne sait pas si la démolition sera réalisée, quand et comment et combien ça coûtera. Et élément important, lorsque le directeur des services juridiques nous a fait sa présentation, il nous a mentionné qu'il y avait des litiges et des risques importants pour la Ville qui sont principalement reliés au changement climatique. Et on constate que la Ville n'a pas réalisé son plan d'adaptation au changement climatique alors qu'elle a mentionné il y a quelques années à l'Alliance des maires des Grands Lacs qu'elle le réaliserait. Alors, pour toutes ces raisons, je reviendrai sur le PTI. Lorsqu'on parlera du PTI tantôt, nous allons nous exprimer contre le budget 2016. Merci. D'autres personnes souhaiteraient intervenir? Monsieur Julien. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. J'abonde dans le même sens que Monsieur le maire. C'est un budget qui est parfaitement en ligne avec les orientations et le cadre financier dont s'est dotée l'administration Labombe depuis 6 ans. Et on arrive à la période de charnière où la démonstration est faite par une réduction de la dette de 59,1 millions, que le travail de plusieurs années a été bien fait, de manière rigoureuse. Le chef de l'opposition revient continuellement avec la notion de dette, sachant très bien que les investissements qui ont été effectués dans les dernières années étaient plus que nécessaires, découlaient essentiellement d'un rattrapage de sous-investissements passés dans les infrastructures. Et ces investissements-là ont permis, tel que démontré lors des pléniers, entre autres par l'équipe d'ingénierie, d'assurer un rattrapage sur les actifs propres de la Ville. D'ailleurs, le vérificateur général, je le rappelle, dans son dernier rapport, démontrait clairement qu'en prenant la dette nette de la Ville et en prenant les actifs de la Ville, en retirant la dette des actifs, on obtient un solde fortement positif, situant la Ville de Québec dans le premier quartile de la valeur nette de ses actifs parce qu'elle a su investir pour récupérer le désastre des sous-investissements passés. En terminant, Madame la Présidente, le travail budgétaire, année après année, pour réaliser, pour y parvenir, ça nécessite la collaboration de tous un chacun. Merci à tous les collègues d'avoir participé, particulièrement Mme Julie Lemieux, Suzanne Véraud, Rémi et Patrick, qui ont participé au comité budget PTI. Merci également à toute l'équipe de M. Legault, l'ensemble des directeurs généraux adjoints, l'ensemble des unités administratives qui ont fait leur les cibles et les objectifs audacieux du cadre financier de la Ville, qui en ont pris en charge et qui permettent année après année de poursuivre et d'arriver exactement sur nos cibles, sur le plan. C'est un travail de collégialité, tout le monde y contribue et ça vous appartient. Félicitations. Merci. D'autres personnes souhaiteraient intervenir? Monsieur Légaré.
Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, moi aussi, je veux saluer le travail de l'équipe, autant administratif que politique. C'est un travail extrêmement lourd qui dure plusieurs semaines et, messieurs, dames, bravo, félicitations. 3 petits points. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je peux vous dire que je vais assurément voter pour ce budget-là. Premièrement, ça vient toucher mes valeurs, mes valeurs profondes politiques. Lorsqu'on voit... sur les 3 aspects qui peuvent faire bouger un budget, l'harmonisation du compte de taxes, la dette des anciennes villes et le taux dont la seule chose qu'on peut contrôler ici, je pense que c'est ultra intéressant d'y aller à l'inflation. Les deux autres critères, on contrôle absolument pas ça. Alors, j'entendais tantôt le chef de l'opposition revenir avec des taux. Je comprends très bien. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne contrôle rien. On demande souvent, est-ce qu'on peut avoir un break? Est-ce qu'on peut avoir un break? Je pense que le taux de l'inflation, c'est exactement où il faut aller. Je me rappelle, dans le temps des anciennes villes, là, on promettait 0 % d'inflation, puis 0 % d'augmentation de taxes. Par contre, on coupait dans le sous-sol, on ne rénovait pas nos infrastructures, puis je pense que ça a été catastrophique de faire ça. Je pense que ça prend beaucoup de courage pour faire de la politique en 2015-2016. Y aller avec le taux de l'inflation, je pense que c'est la chose qu'il fallait faire. Pas sûr, Mme la Présidente, qu'il y a beaucoup de villes en Amérique du Nord qui peuvent se vanter, premièrement, de faire baisser la dette de sa ville, d'investir massivement dans ses infrastructures, taxer à l'inflation et continuer à faire des stades de soccer, puis des palais de gymnastique, puis des centres communautaires. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de villes au Québec et en Amérique du Nord qui peuvent se vanter de ça. Je pense qu'ici, la Ville le fait et c'est tout à notre avantage. Je m'excuse. Dernier petit point, on a coupé 720 postes. On a mis moins d'argent dans les arrondissements. Par contre, on travaille mieux et le taux de satisfaction de la population est très élevé. Alors ça aussi, ça a pris beaucoup de courage pour le faire dans les dernières années. Et c'est ce qui nous donne la marge de manœuvre, probablement, pour pouvoir y aller à l'inflation puis continuer à investir massivement dans nos infrastructures. Je dirais, en terminant, moi aussi, je veux aussi dire, oui, la dette a probablement augmenté, mais il n'y a jamais eu de cachette là-dedans. Il y a eu des campagnes électorales qui se sont faites où on a déposé les chiffres à la population. La population avait voté pour Équipe Labaume à ce moment-là. Et il y avait un rapport du vérificateur qui le disait aussi qu'il fallait injecter de l'argent massivement dans nos infrastructures. Et encore une fois, on taxe à l'inflation, la dette augmente et on continue d'investir dans nos infrastructures. Madame la Présidente, c'est le meilleur des scénarios qui peut arriver dans une ville et assurément, je vais voter pour ce budget-là. Merci. Merci. D'autres interventions? Monsieur Verrette? Merci, Madame la Présidente. Je pense que depuis les 10 dernières années que je suis ici, le taux de taxation, le remboursement de la dette des anciennes villes, c'est quelque chose que la population a compris. Là. Fait que l'opposition revient avec ça, c'est surprenant. Je vais être très bref, Madame la Présidente. Quand on parle de l'étude, encore une fois, de HEC pour les matières résiduelles, je vais reprendre ce que j'ai dit. L'exercice qui a été fait par notre direction des services de matières résiduelles. On prend Gatineau, Laval, LaSalle, Lévis, Longueuil, Sherbrooke, Montréal, Québec. On met les mêmes chiffres parce que Québec s'occupe de l'agglomération, s'occupe des ICI, on s'occupe des 28 municipalités de la communauté métropolitaine. On rentre les chiffres dans le même principe que HEC, l'étude, et on tombe 3e. Les autres villes ne s'occupent pas de leur agglomération, ne s'occupent pas dans les CI, dans l'étude de HEC, Madame la Présidente. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, il faut prendre les bons chiffres, il faut avoir un bon comparatif, Madame la Présidente. On est 3e au Québec pour les matières résiduelles, selon l'étude HEC, quand on rentre les bonnes données. Merci. D'autres interventions? Monsieur Bussière? Comme on dit, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Moi, Madame la Présidente, dans ce budget-là, c'est sûr qu'il y en a qui disent que des anciennes villes ont déjà mis à zéro, pas comme augmentation de taxes, mais qui ont sous-évalué ou les infrastructures en n'investissant pas. C'est avant les fusions. Les municipalités avaient des directions différentes. Mais lorsqu'on parle de 1,9 % d'augmentation moyenne pour la valeur, c'est vrai seulement pour 2 anciennes villes, soit Loretteville et Val-Bélair. Parce qu'à Ville-Vénier, ça va être 5,4 % d'augmentation, Madame la Présidente. En fait, le taux d'inflation étant un engagement de l'équipe Labaume, à savoir, on va taxer au taux d'inflation. En fin de compte, le taux d'inflation, pas plus haut que le taux d'inflation,
Mais avec l'entrée d'argent à la Ville de Québec, les nouveaux revenus, le développement économique de la Ville, j'ai déjà vu aussi dans le passé être 1 % en bas du taux d'inflation comme engagement électoral, et puis ça a été fait pendant 4 ans, le taux d'inflation moins 1 % dans le passé, dans le temps de M. Jean-Paul Lallier. Le taux d'inflation, c'est comme un repère, mais un repère qu'on peut laisser pour donner un congé de taxe ou donner un peu plus d'air à nos gens, des contribuables, soit contribuables unifamiliales ou encore le commercial. Parce qu'un restaurateur que j'ai rencontré ici lors du marché allemand me disait écoute, regarde dans le Vieux-Québec, les restaurants, la taxe qui a été tellement augmentée l'an dernier, il faut leur payer plus un autre, 1,9 dépendamment de. Les taxes pour les commerçants, c'est quand même élevé. Ils ont de la difficulté. C'est vrai pour tout le secteur du Vieux-Québec ici, puis dans la Ville de Québec. Ça fait que lorsqu'on dit que oui, un congé de taxe, c'est pas pour dire, on peut dire oui, je garde mon engagement à 1,9 % et puis, mais il y a un engagement qui n'est pas tenu dans le cadre financier. M. Julien ne l'a pas mentionné. C'est ce que Moody's, le rapport entre la dette et le budget. Donc, est-ce que ça, c'est pas respecté? C'est supposé être égal et ça ne l'est pas. On est encore supérieur. Et donc, le cadre n'est pas totalement respecté, Madame la Présidente. Sans parler, je ne veux pas rentrer dans le détail non plus du budget d'Expo Québec, mais encore là, toujours en décroissance, un budget qui bat de l'aile depuis quelques années, et cette année est encore à la réduction, et réduction qui va amener aussi à probablement une fermeture annoncée déjà pour l'édition Québec, Expo Québec comme telle. En somme, lorsqu'on regarde le budget, c'est une copie-collée du budget de l'an dernier, avec les augmentations de l'an dernier aussi, mais c'est une hausse. Et puis je pense qu'avec les revenus de la Ville, on pourrait peut-être diminuer un peu les dépenses, puis avec les nouveaux revenus, en faire profiter effectivement les citoyens, citoyennes et les commerçants. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Proulx? Rapidement, Madame la Présidente, juste simplement remercier les gens qui ont pris le temps de faire ce budget-là également. Puis, il y a juste quelque chose qui a attiré mon attention récemment. On a parlé d'un anneau de glace qui pourrait s'en venir à Québec. Puis, encore une fois, j'ai vu en grand titre parler d'un gouffre financier. Ça m'a rappelé, depuis que je suis ici à la Ville de Québec, moi, on m'a parlé souvent de gouffre financier, budgétaire ou au PTI. Puis, en l'absence manifeste de ce gouffre financier, encore une fois, moi, je vais voter pour le budget, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Arnoul? Merci, Mme la Présidente. Moi, je veux souligner le travail extraordinaire de l'administration du maire, de son équipe, ce qui a été réalisé. Je veux juste revenir sur les propos de mon collègue, M. Bussière. Il dit on peut bien faire dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est vrai, mais moi, je vais parler d'honnêteté intellectuelle, Mme la Présidente. On taxe à l'inflation, c'est pourquoi rien. L'inflation, tout le monde la vit, pelleté par en avant, en disant on donne des congés de taxes. Mme la Présidente, ça serait faire ce que peut-être mon collègue faisait dans les années quand il était là. Moi, je veux juste dire, Mme la Présidente, que c'est un budget équilibré et on garde le cap. Qu'est-ce qu'on a dit en début de campagne? On a dit la dette va baisser en 2017. On est en 2016 et elle baisse cette année. Déjà là, Mme la Présidente, je pense que les citoyens, s'ils écoutent ce qu'on dit aujourd'hui, ils vont se rendre compte que l'administration est plus que compétente. Je voulais juste rappeler ça, Mme la Présidente. Également, nous mentionner aussi que oui, le budget augmente, mais le budget, c'est des revenus puis c'est des dépenses. Si le budget augmente puis qu'il est équilibré, ça, c'est signe que l'économie va bien puis que la Ville grandit, Mme la Présidente. Alors moi, vous êtes certaine que je vais voter pour ce budget-là, Mme la Présidente. Merci, M. Arnoul. Madame Jean? Merci, Madame la Présidente. De mon côté, évidemment, j'adhère à tous les commentaires faits précédemment par mes collègues et M. le maire. Je voudrais ajouter, faire suite à ce que a mentionné M. Légaré concernant la contribution des arrondissements aussi, qui nous permet de livrer un budget comme ça. Pour le voir depuis 2 ans au quotidien, c'est vrai que nos équipes de direction puis les gens qui travaillent au sein de nos arrondissements sont toujours en mode vraiment solution, en mode amélioration des méthodes pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens, mais aussi pour nous permettre d'économiser, de livrer les mêmes services, mais à coût moindre. Alors, c'est très impressionnant de voir que chaque arrondissement a un à un trouvé des solutions pour livrer des services aussi, puis
puis même meilleure que les années précédentes à des coûts moindres. Et on a aussi comme pratique d'échanger, justement, ces éléments gagnants-là entre les arrondissements de plus en plus. C'est très intéressant de voir que des idées d'employés pour maximiser les différentes sphères de nos actions dans les arrondissements ont maintenant des effets économiques puis sur la qualité de vie des citoyens. Le deuxième élément sur lequel je veux revenir, M. Bussière a fait allusion à l'état de satisfaction qu'il juge peut-être négatif de nos commerçants. Contrairement à lui, moi, ce que j'ai entendu, c'est seulement des félicitations du taux de la hausse de taxes de 1,9 % cette année pour les commerces. Les gens sont très heureux. Les gens s'attendaient à plus que ça dans le contexte économique. Même les représentants officiels des commerçants à Québec, les chambres de commerce, les représentants des parcs industriels nous ont félicités, nous ont remerciés publiquement de cette hausse qui correspond au taux d'inflation. Alors, je ne vois pas en quoi on doit être aussi négatif par rapport à ces éléments-là. M. Ernoul en a parlé. Je pense que les gens sont conscients qu'il faut y aller au taux d'inflation. Il ne faut pas pelleter justement en avant les dépenses. Et les commerçants sont très heureux aussi de voir que la Ville continue à investir parce qu'eux aussi, ça leur rapporte tout le côté infrastructure, tous les événements, tout le côté touristique. Évidemment, eux, ça génère également de l'activité économique. Alors vraiment, évidemment, je vais voter pour, et notamment pour l'élément de limiter la hausse de taxes non résidentielles au taux d'inflation. Je pense qu'on doit s'en réjouir cette année. Merci. Merci, Mme Jean. D'autres interventions, Mme Guérette? Merci, Mme la Présidente. Je pense que mon collègue Paul Chouari a démontré très clairement, avec beaucoup de données factuelles à l'appui, que la Ville de Québec est un des chefs de file dans les grandes villes du Québec, dans le palmarès des villes les plus endettées, les plus taxées et les plus dépensières. Je pense que dans le contexte extraordinairement favorable des 10 dernières années, il n'y a aucune raison qu'on se soit autant endetté. Ce n'est pas parce qu'on a réglé le dossier des infrastructures, Madame la Présidente, parce qu'il reste des très, très gros morceaux qui vont être à faire dans les prochaines années si on veut un jour devenir le chef de file des villes qui font du développement durable. On pense à l'usine de biométhanisation qu'on a repoussée jusqu'en 2022. Toute la question de la gestion environnementale des matières résiduelles. Le transport en commun. On n'a rien fait encore pour diminuer la congestion automobile. Il va y avoir des investissements majeurs à faire pour s'attaquer à ce problème-là. La qualité de l'eau potable, c'est un point que le maire partage. Il va y avoir des investissements aussi. Toute la question liée aux risques en fonction des changements climatiques. Donc, on est en retard. Il reste beaucoup à faire. Puis, si on veut prendre ce virage vers un développement durable, il faut changer la manière dont les décisions se prennent depuis les 8 dernières années à la Ville de Québec, Madame la Présidente. Il faut se placer à l'écoute de la sagesse citoyenne qui est notre meilleur guide pour cibler les dépenses, pour orienter les décisions, pour décider comment on dépense les centaines de millions de dollars que les citoyens de Québec nous confient à chaque année. On a un super bel exemple là, qui date de samedi dernier, Madame la Présidente, puis j'imagine que vous l'avez appris en même temps que moi. On sort d'un exercice budgétaire PTI. On a parlé ensemble pendant plus d'une semaine des projets d'avenir et le maire annonce de son bureau, samedi matin, qu'il a décidé qu'elle allait investir des millions pour réaménager la rivière Saint-Charles. Encore une décision unilatérale prise par une personne qui décide seule dans son bureau. Puis c'est comme ça qu'on augmente les taxes, puis les dépenses, puis la dette. C'est cette façon de décider. Je vous rappelle que nous sommes sur l'adoption des prévisions budgétaires 2016. Exactement. C'est en plein de ce dont je suis en train de vous parler, Madame la Présidente. Moi, je suis sur le terrain avec les citoyens depuis les 8 dernières années. Puis ce que j'entends, c'est que les citoyens veulent que leur opinion compte. Les citoyens veulent avoir leur mot à dire
dans la façon dont on va dépenser leur argent. Alors, c'est comme ça qu'il faut s'inspirer pour prioriser, décider. Et c'est comme ça qu'on va créer de la richesse collective, de la qualité de vie. Puis c'est comme ça qu'on va devenir une ville plus attractive et plus performante. Alors, il y a des choses que nous, on pense qu'ils doivent changer. Je pense qu'on a un recul suffisant maintenant pour être capable de faire le bilan d'une façon de faire. Puis c'est une façon de faire contre laquelle, moi, je me défends depuis les 8 dernières années. Une façon unilatérale, qui n'est pas à l'écoute de ce qui s'exprime sur le terrain. Puis c'est comme ça qu'on augmente l'endettement des citoyens. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Dion. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, j'ai un petit peu de difficulté à entendre certaines choses dans le sens où on se targue de l'autre côté d'être les défenseurs d'avoir une très basse taxe ou pas de taxe du tout, revenir dans le fond à une certaine époque. Je ne sais pas si la mémoire, c'est quelque chose qui oublie. Effectivement, parce que quand on regarde le rapport du VG, du vérificateur général, qui nous dit carrément qu'il y avait un sous-investissement dans les infrastructures. Bien, il l'a fait au début 2005, il l'avait fait en 2002, après ça, il l'a refait en 2006. Moi, j'étais de l'époque de Mme Boucher, puis on avait déjà amorcé à cette époque-là un réinvestissement dans les infrastructures. Et on a accéléré le pas. Moi, je pense que si on veut avoir une ville en santé financière, il faut évidemment investir dans les infrastructures. Autre chose, c'est que je pense aussi, le chef de l'opposition, quand il mentionne qu'il a fait état des anciennes villes, j'en étais, Loretteville s'est endetté dans les dernières années avant la fusion parce qu'on a investi dans un très gros projet qui est une bibliothèque, comme d'autres, comme Val-Bélair, qui est effectivement juste avant les fusions. Alors, les taux qui sont imputés à chacune des anciennes villes, c'est aussi en conséquence de leur activité. On se souvient également que Sillery avait un très, très bas taux de taxes, mais qui avait sous-investi dans ses infrastructures. On l'a vu en 2002 et on l'a constaté à quel point il y avait une problématique fondamentale à Sillery. Alors, c'est ça, Madame la Présidente, on n'invente pas, là. On ne recrée pas la situation des villes. Elle est là, elle est tributaire de l'histoire. Alors, l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que je pense que les gens de l'opposition devraient se souvenir que l'histoire de ces anciennes villes-là, bien, si on n'a pas investi suffisamment, bien, on se retrouve avec des déficiences. Alors, pourquoi essayer de dire qu'il faut absolument mettre la taxe à zéro? Bien, moi, je pense que c'est faire preuve de non-cohérence. Et j'en veux particulièrement aux propos de Mme Guérette qui dit, bien, il faut investir, mais en même temps, elle dit que la dette est trop haute. C'est ce qu'on fait. Il faut avoir de la cohérence. On investit parce qu'on a du rattrapage à faire. On veut avoir une santé financière de notre ville. Alors, Madame la Présidente, je vais bien sûr appuyer ce budget et j'en suis très fier. Merci. Merci. D'autres personnes souhaiteraient intervenir? Non. Donc, plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à voter pour ou contre. Donc, je crois que nous serions prêts à passer au vote. Quels sont ceux qui sont favorables à l'adoption des prévisions budgétaires 2016? Je vous remercie. Quels sont ceux qui sont contre? Je vous remercie. Point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation 2016-2018. C'est proposé par M. le maire et c'est appuyé par M. Julien. Monsieur le maire, souhaitez-vous intervenir? Oui, Madame la Présidente. Rembourser la dette de 139 millions dans les 3 prochaines années, investir 1,4 milliard. C'est quand même pas si mal comme gestion financière. Et vous savez, les gens ont eu leur mot à dire dans tout ça. La conseillère Guérette nous dit, bon, les gens veulent avoir leur mot à dire.
Dans les 2 dernières élections, on a mis devant la population le choix quant au cadre financier. Alors, ils ont eu leur mot à dire. Ils ont voté à 80 et 74 pour le cadre financier. Ils étaient d'accord avec notre façon de procéder. Alors, quand on dit que les gens doivent avoir leur mot à dire, le mot le plus important, l'opinion la plus importante qu'ils donnent, c'est lors des élections. Alors, jusqu'à date, l'opposition n'a pas réussi à convaincre les gens du contraire. Rivière-Saint-Charles, il y a 300 000 de prévus pour des honoraires professionnels et des études. Alors, s'il y avait eu un intérêt de l'autre côté de la Rivière-Saint-Charles, ils auraient posé la question tout simplement. Et en passant, un petit crochet. Ce matin, un titre d'un journal parle de dépassement de coûts. Il faut questionner l'honnêteté de ce travail-là. J'espère que quelqu'un va l'écrire ou le dire. On dit qu'on dépasse de 18 millions à 3 ans les coûts prévus pour les infrastructures. Premièrement, c'est 1 du total qu'on investit parce qu'on investit 1,7 milliard de dollars. Mais si le journaliste avait été honnête, il aurait tenté de trouver les économies. Alors, il n'a pas cherché à connaître les économies. Juste l'amphithéâtre, c'est 30 millions d'économies. Alors, on parle de 18 millions de dépassements, mais on ne parle pas des économies. Juste l'amphithéâtre, c'est 30 millions. C'est malheureux. C'est de la restriction mentale qui fait qu'on peut se faire des unes spectaculaires sans dire totalement la vérité. Alors, ça m'a fait plaisir de le dire. Biométhanisation, on commence à investir, mais je suis toujours étonné d'entendre l'opposition parler de biométhanisation alors qu'on a fait un plénier et on a décidé de s'absenter. Je pense que la cohérence demanderait qu'ils ne s'expriment pas là-dessus parce qu'ils n'ont pas daigné se présenter pour venir des questions là-dessus. Je leur demanderais surtout de se taire parce que quand tu interviens sur un sujet que tu as refusé d'approfondir comme opposition, la cohérence et la rigueur, c'est au moins de ne pas trop questionner, sinon présentez-vous puis faites votre travail. Alors, au total, on est très heureux. Ce pourquoi on continue à investir en infrastructure, c'est parce qu'il faut rendre la ville attrayante. Notre plus gros problème dans les prochaines années, ça va être un problème de manque de ressources humaines, de manque de main-d'œuvre, et donc il faut continuer à investir pour que cette ville-là devienne suffisamment attrayante pour que les gens décident de rester et que d'autres décident de venir s'y établir, vivre et travailler. Et c'est ce dont on a besoin. On est très fiers de notre programme. Merci, M. Chouari. Merci, Mme la Présidente. Alors, programme triennal d'immobilisation. Je vais premièrement réagir à certains propos qui ont été exprimés ici. Je pense que c'est important de le faire parce qu'il faut rétablir les faits. Lorsqu'on parle des dettes des anciennes villes et lorsqu'on parle du déficit d'infrastructure, puis là, bien, M. Dion, évidemment, sans me mentionner, il me ciblait, il a parlé de l'ancienne ville de Sillery. Alors, l'ancienne ville de Sillery avait un programme de réfection de ses infrastructures et participait aussi au projet de la communauté urbaine de Québec. Dans les années 90, il s'est fait de la réfection d'infrastructures dans l'ancienne ville de Sillery. Alors, informez-vous comme il faut, M. Dion. Regardez tous les investissements qui ont été faits. Ils ont été faits sur recommandation d'une firme qui avait fait une évaluation globale de l'état des infrastructures, avait établi un plan d'investissement. Puis la firme, elle doit être bonne parce qu'elle travaille encore pour la Ville de Québec. Elle a travaillé sur l'amphithéâtre, elle a travaillé sur des grands projets de la Ville de Québec. Alors, c'est la firme SNC-Lavalin. Alors, si elle est bonne pour la Ville de Québec, fusionnée, puis la Ville de Québec sous l'administration du maire, elle devait être bonne à l'époque. Alors, à l'époque, la Ville de Sillery avait mandaté SNC-Lavalin. Faites-nous une évaluation des infrastructures. Et, Madame la Présidente, je pense qu'on a soulevé ça tantôt, c'est important. Et on soulève souvent, je pense que c'est important de rétablir les faits. Alors, faites une évaluation et un plan d'investissement qui a été suivi jusqu'à la date de la fusion. Et à la date de la fusion, la nouvelle Ville de Québec a commencé le travail de réévaluer toutes les infrastructures municipales. Mais pendant ce temps-là, on avait commencé dans les années 90 à investir dans les usines d'épuration des eaux. Des centaines de millions ont été mis là-dessus. Toutes les anciennes villes. Monsieur Chouari, effectivement, je vous ai laissé aller un peu, mais effectivement, nous sommes rendus au programme triennal d'immobilisation 2016-2018. Je comprends que vous souhaitez. Mais Monsieur Chouari, instructif. vous pourrez ce soir le faire si vous le souhaitez, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, là, de. Vous le ferez ce soir, Monsieur Chouari. On permettra aux gens d'évaluer à un moment donné que la vérité doit être dite. Mais pour ce qui est du PTI actuel, il y a encore des montants à mettre dans les infrastructures parce que les infrastructures continuent à vieillir. On n'a pas arrêté les infrastructures dans le temps, puis on a dit, bien,
On fait une évaluation en telle année, puis on a un déficit d'infrastructures, il faut investir dedans. Les infrastructures continuent à vieillir, il faut continuer à investir dans les infrastructures. Et ça, on l'a toujours dit, on doit le faire et c'est bon de le faire, c'est important de le faire. Parce qu'il n'y aura jamais une ville sur la Terre dont les infrastructures seront renouvelées à 100 %. C'est impossible. Alors, il y a dans le PTI, évidemment, des projets d'investissement dans les infrastructures. L'équipe d'ingénierie nous l'a dit, l'aménagement du territoire. Alors, il y a des projets qui doivent continuer et c'est important de le faire si on veut maintenir nos infrastructures en bon état de fonctionnement. Et c'est ça l'objectif. Toutefois, dans le programme triennal d'immobilisation, il y a certains projets, soit avec lesquels on est en désaccord, soit pour lesquels on n'a pas suffisamment d'éléments de réponse, soit pour lesquels on questionne la priorité. M. le maire mentionnait le centre de biométhanisation. Je rappelle que pour la raison pour laquelle on ne s'est pas présenté au plénier, c'est qu'on nous a refusé les études, on a refusé qu'on ait accès aux documents avant le comité plénier. Alors, nous avons décidé, pour protester contre le fait qu'on nous refuse encore aujourd'hui l'accès à l'information, l'accès aux études sur le futur centre de biométhanisation pour pouvoir bien se préparer et se renseigner. Et on n'aurait pas appris plus lors de ce comité plénier qu'on l'aurait appris si on avait eu accès à ces études. Ça, c'est important de le mentionner. Et nous sommes toujours en désaccord avec le projet de centre de biométhanisation pour les raisons qu'on a déjà évoquées, alors que je ne répéterai pas nécessairement ici, faute de temps. La relocalisation, le titre du projet, relocalisation du marché public de Québec, je m'excuse, là, mais nous, on pense que le marché du Vieux-Port doit rester dans le Vieux-Port. Et si le maire veut revitaliser Expo-Cité, veut revitaliser le pourtour de l'amphithéâtre avec un nouveau marché, ça, c'est une chose. Mais d'enlever le marché du Vieux-Port au Vieux-Québec, nous, on pense que c'est une erreur. Deuxièmement, l'anneau de glace. On a posé des questions sur l'anneau de glace. Pourquoi le projet passe de 100 millions à 68,5 millions? Il va être composé de quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi est-ce que c'est une priorité? Ça va répondre aux besoins de qui? On n'a pas ces réponses-là, donc on est en désaccord avec ce projet. Technologie de l'information et des télécommunications, on a posé beaucoup de questions là-dessus. Les montants sont élevés. On parle de 130 millions de 2008 à 2014 et on continue d'investir massivement dans les technologies de l'information. Nous questionnons l'ampleur de ces investissements. Le centre de biométhanisation, j'en ai parlé. Toute la question de la gestion des matières résiduelles. La Ville va dépenser 5,6 millions pour des essais et mise en place d'outils et équipements de collecte des matières résiduelles. Nous questionnons également la pertinence de mettre autant d'argent dans ce projet. Il n'était pas clair pour nous. Le programme Accès Famille, le bilan du programme Accès Famille, encore une fois, n'est pas clair pour nous. On ne cible pas les bons secteurs. Nous, on pense qu'on doit inviter et inciter les gens à habiter ce qu'on appelle les écoquartiers d'origine. Alors, les secteurs où on retrouve les emplois et les services, et le programme Accès Famille permet aux gens d'aller un peu n'importe où sur le territoire. C'est un programme qui est destiné aux promoteurs et qui ne rencontre pas nécessairement les objectifs de la Ville en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Pour ce qui est de la mobilité des personnes, on trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'actions et de mesures concrètes dans le PTI pour la mise en place du plan de mobilité durable dans les 3 prochaines années. On a appris que le programme de rénovation de façade, la durée de la liste d'attente était de 5 ans. Donc, on ne favorise pas et on n'incite pas ce programme en y ajoutant des mesures pour réduire les délais. Et en ce qui a trait au programme Rénovation Québec, on a compris que la Ville n'a pas l'intention de créer son propre programme puisque le gouvernement du Québec se désengage de ce programme. Alors, nous constatons également dans le PTI que malgré les échecs au départ du programme d'écoquartier, la Ville continue d'investir massivement. On parle de 18 millions jusqu'à présent et 40 millions d'ici 2018, mais les résultats ne sont pas visibles. Ça avance à pas de tortue et on pense que le
le dossier des écoquartiers n'atteint pas ses objectifs. Alors, pour ces raisons, nous allons voter contre le programme triennal d'immobilisation. Merci. D'autres interventions? Monsieur Julien? Oui, merci, Madame la Présidente. On est face à un programme triennal d'immobilisation, encore une fois, parfaitement cohérent et en ligne avec le cadre financier de la Ville de Québec. Je reviendrai avec certains propos du chef de l'opposition mentionnant qu'on sait très bien que, bon an, mal an, on doit investir pour maintenir les infrastructures. Et effectivement, c'est un travail continu, perpétuel, qui nécessite des investissements à un certain niveau pour assurer le maintien. Le problème qu'on a, c'est qu'a priori, il y a eu de l'incurie par les administrations précédentes et du sous-investissement majeur dans les infrastructures. Effectivement, entre 2002 jusqu'à 2007, bon an, mal an, c'était à peu près 60 millions qui étaient investis dans les infrastructures souterraines et de surface de l'ingénierie. Quand on sait très bien, démonstration à l'appui faite par l'ingénierie, qu'en dollars constants, c'est plus 100 millions. Alors ça, c'est entre 2002 et 2007, sans parler d'avant 2002, les fusions, du sous-investissement des anciennes villes dans leurs infrastructures. Ça l'a obligé à quoi, ça, Madame la Présidente? Ça l'a obligé, en 2007, 2008, 2009, 2010, jusqu'en 2014. La Ville de Québec a dû faire des investissements à la hauteur de, en moyenne, 150 millions dans ces infrastructures. Et la démonstration a été faite pas plus tard que la semaine dernière par l'équipe de l'ingénierie, que maintenant, puisque le rattrapage a été effectué, pour pérenniser les infrastructures d'ingénierie, la Ville de Québec doit investir à chaque année 100 millions. C'était projeté sur 30 ans, 100 millions par année. On a arrêté la saignée. On a fait le rattrapage. Et maintenant, on sait que pour pérenniser, pour maintenir ces 100 millions par année, mais il y a eu des correctifs à la hauteur de 50 millions par année dans les dernières années, en surplus, justement pour pallier à ce manque d'investissement dans les infrastructures du passé. Un budget et un PTI, un budget d'investissement, un plan triennal responsable, avec une partie développement de nouvelles infrastructures, avec une bonne partie de pérennité, 58 % de l'enveloppe du 1,4 milliard en pérennité. Encore une fois, globalement, c'est responsable, c'est cohérent, et ça assure à la fois le maintien des infrastructures et le développement d'une ville pour qu'elle soit plus attrayante. Merci. D'autres interventions? Madame Guérette? Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, on nous a fait une démonstration par rapport aux infrastructures. 100 millions de dollars par année. Quand on regarde les revenus de la Ville, on a quand même 1 milliard en entrée de taxes annuellement. Donc, 100 millions par année pour mettre à jour nos infrastructures, c'est 10 % du budget. Ce n'est pas une raison pour que la dette explose comme elle a explosé. Il y a eu beaucoup d'autres choix, pas nécessairement prioritaires, qui ont été faits, qui sont à la source de l'augmentation de cette dette. Alors, pour ce qui est du PTI, Paul a fait quand même état de l'ensemble des projets qu'on questionne. Ben oui. Et moi, je vais revenir sur deux choses en particulier. Je ne ferai pas le tour de tous les projets. Continuez, Mme Guérette. Le marché du Vieux-Port, Madame la Présidente, vous ne serez pas surprise. Les citoyens ont beau se mettre à 10 000 pour essayer de se manifester pour dire à l'administration actuelle qu'il ne faut pas sortir le marché du Vieux-Québec. On fait fi de tout ça. On amène le marché pour nourrir les pourtours de l'amphithéâtre. On ramasse le 5,5 millions de dollars de budget qui était prévu pour améliorer le marché pour les citoyens du Vieux-Québec. Puis en retour, on propose absolument rien. C'est le vide total pour les citoyens du Vieux-Québec. Donc, vous comprendrez que pour nous, c'est inacceptable. Et le maire aura beau dire ce qu'il voudra. Moi, ce que j'entends sur le terrain du Vieux-Québec, on a une table de concertation. On discute autour d'une table depuis 3 ans. Mais on est en train de tuer le Vieux-Québec.
on n'a rien fait dans les dernières années pour prendre les actions qui s'imposent pour le Vieux-Québec. On les connaît. Consolider la fonction résidentielle, améliorer les services de proximité. On n'a rien fait. Non, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher le marché pour l'amener autour de l'amphithéâtre. C'est absolument inacceptable pour moi, comme conseillère des citoyens du Vieux-Québec, pour notre équipe. On n'est pas d'accord avec ça. Et il y a des milliers de citoyens qui l'ont manifesté, mais il n'y en a pas d'écoute, malheureusement, comme on le disait tout à l'heure. Puis l'autre point, c'est l'anneau de glace, sur lequel je veux insister. On voit quand même l'anneau de glace en haut de la liste des priorités. 69 millions de dollars pour un sport d'élite qui intéresse une poignée de gens. Je connais des gens dans le domaine. Il y a 2 semaines, aux compétitions, allez voir combien il y avait de spectateurs. Encore en fin de semaine, il y avait des courses. Nous questionnons fortement cet investissement comme priorité. Et, pour terminer, parce que j'entends autour de moi un brouhaha qui semble ne pas être d'accord, alors, qu'on pose la question aux citoyens de Québec, Madame la Présidente, je serais curieuse d'avoir la réponse. J'invite les médias, les radios à demander aux citoyens de Québec si c'est une bonne idée d'investir 69 millions de dollars pour construire un anneau de glace pour le patinage longue piste. Puis s'il n'y a pas d'autres priorités que les citoyens de Québec aimeraient qu'on fasse avec cet argent-là. Merci beaucoup. Merci, Mme Guérette. D'autres interventions? Monsieur Bussière. Moi, Madame la Présidente, je ne reprendrai pas tous les éléments qui ont été dits, mais à la révision du PTI en fin de semaine, je me suis rendu compte d'un élément que je n'avais pas vu. C'est qu'on vient de couper le projet qui date depuis les fusions, c'est le coteau Sainte-Geneviève. On avait des enveloppes récurrentes, ça a déjà été 1 million, c'est tombé à 500 000, à 300 000. Ça nous permettait d'avoir des interventions sur le versant nord du coteau Sainte-Geneviève, à partir de Honoré-Mercier jusqu'à la Côte-Mirail, où le coteau arrête. Et là, ce qu'on projette, Madame la Présidente, éventuellement avoir des liens Hauteville-Basseville, comme on nous a dit, par exemple, Cégep-Garneau avec la Basseville éventuellement, bien, lorsqu'on a fait l'escalier, par exemple, de l'ascenseur, on a puisé dans l'enveloppe. Dernièrement, le conseil de quartier Saint-Sacrement a pris le résiduel de son plan directeur pour le mettre dans le coteau Sainte-Geneviève, pour compléter le lien entre le parc Saint-Sacrement et le parc des Braves, où on passe par l'air canin. On a toujours dit qu'on allait investir effectivement dans ce lien piétonnier lorsque les projets se feraient. Effectivement, la Cité verte a fait son bout de chemin. On peut se promener sur le coteau. Mais nous, les liens entre Cité verte et l'air canin, ou entre Cité verte de Jeffrey aussi avec le Gibraltar a fait son effort, il y a eu des développements. Et là, on annonce cette année que c'est fini, le coteau Sainte-Geneviève, la promenade est mise... moi, je ne comprends pas qu'un projet qui a duré, qui a été mis là, puis on a dit que ça allait y aller par étapes, on a dit aux investisseurs, faites votre bout de chemin, on va faire le nôtre. Moi, cette année, il n'y a pas un sou au bureau d'arrondissement pour pouvoir investir, Madame la Présidente, dans la promenade qu'on a promis à nos gens lorsqu'on a leur vendu des condos sur le chemin Sainte-Foy et entre le parc Saint-Sacrement. Même, on pensait même aller jusqu'à Cohabitat, Cégep-Garneau éventuellement, même si le plan original n'allait pas jusqu'à Cohabitat. Pas une somme cette année. On vient de faire un enterrement du coteau Sainte-Geneviève quand c'était une petite enveloppe qu'on puisait dedans parce qu'il fallait que le PTI rajoute nécessairement des sommes pour des projets spécifiques. Mais c'est l'administration qui en décide ainsi. Donc, c'est un enterrement en première classe du projet de la promenade du coteau Sainte-Geneviève du versant nord. Je trouve ça vraiment triste pour aller chercher cette petite somme-là pour la mettre ailleurs, comme aller chercher un 5 millions dans le Vieux-Québec pour le mettre à Expo-Cité pour faire une place du marché. Et la même chose, moi, mon CAM Saint-Sacrement, je représente pas un sou pour améliorer les façades commerciales.
C'est un programme universel, mais il y a des conditions qui font que nos commerçants chez nous, qui payent des taxes aux mêmes valeurs que les commerçants ailleurs dans la ville, que ce soit sur René-Lévesque ou que ce soit sur le chemin Sainte-Foy, n'ont pas droit à améliorer leur façade. Donc, on est une zone sinistrée. Une chance qu'on va avoir un PPU qui va venir probablement ressusciter tout ça. Fait que, moi, je trouve que vraiment, la Ville, Madame la Présidente, n'a pas de mémoire. S'il vous plaît. Ça vous fait rire. Continuez, M. Bussière. Je suis habitué au manque de respect de mes collègues, Madame la Présidente. La compassion que vous avez suggérée, je vous demande de méditer cette charte-là durant les vacances. Donc, je reviens, Madame la Présidente, on vous dire que je n'irai pas trop loin aussi dans l'Exposité, mais on regarde aussi les investissements d'Exposité qui laissent dans le PTI, qui, à mon point de vue, devraient être visés. Mais notamment pour la vie de quartier, notamment pour nos petits villages où ils font bon de vivre dans Montcalm-Saint-Sacrement. Écoutez, on vient nous dire, écoutez, vous marcherez maintenant sur le trottoir du chemin Sainte-Foy, espérez plus voir les Laurentides en marchant sur le coteau Sainte-Geneviève. Et pour ce qui est de l'artère commerciale, écoutez, les trottoirs sont améliorés, mais un jour, ça passera, la manne passera. À la prochaine élection, on aura sûrement des promesses électorales dans ce sens-là. Merci. Merci, M. Bussière. Madame Lemieux? Je vous dis qu'à les écouter à l'opposition, ça va mal dans cette ville-là, c'est incroyable. Mais écoutez, j'en reviens pas d'entendre dire qu'il ne se passe rien pour le Vieux-Québec. On a des projets d'avenir, mais on a aussi construit une maison de la littérature, parce que Mme Guéret dit qu'il n'y a pas de services de proximité sur lesquels on a travaillé ces dernières années. Maison de la littérature, jardin de l'hôtel de ville, place des canotiers, c'est des services de proximité. Ça, on offre ces terres-là, ces terrains-là, ces jardins-là aux citoyens, une bibliothèque fantastique en plein cœur du Vieux-Québec. Et ça va continuer parce qu'on a des projets pour l'avenir et Mme Guérette est très au courant de ce qui s'en vient aussi avec les terrains de l'Hôtel-Dieu. Donc, on s'est positionné pour en acheter un, entre autres, et on veut donner des services de proximité. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, ces choses-là, mais on les travaille, nos dossiers, pour qu'ils soient bien attachés puis qu'ils atterrissent bien aussi par la suite. On ne fait pas ça n'importe comment. Donc, on travaille très fort pour le Vieux-Québec. Je l'invite à aller voir à Calgary pour l'anneau de glace, là, voir comment ça a été bon pour cette ville-là d'avoir un anneau de glace olympique. Je pense que la jeunesse là-bas, je pense que Mme Doyle peut en parler, là, est très fière d'avoir une infrastructure comme ça. Dommage parce que l'opposition, en votant contre le PTI, vote aussi contre la bibliothèque Gabriel-Leroy, contre la réfection de plusieurs parcs partout en ville, y compris dans le Vieux-Québec et dans le centre-ville. Contre également, contre la vision de l'arbre, justement, j'allais dire, on double la plantation d'arbres l'année prochaine, en 2016, et pour les prochaines années. Contre le vélo également, parce qu'on a décidé aussi, on a présenté une vision pour améliorer notre réseau cyclable. On a un plan de match précis, donc l'opposition qui nous a parlé beaucoup de vélo ces dernières années, tout d'un coup, vote contre aussi ce plan-là, et le plan des arbres, qui est très important aussi. Donc, voilà, je trouve ça un peu décevant. La Côte de Sillery, c'est un gros morceau pour M. Charry. Il vote contre aussi dans le PTI parce qu'on a des millions de dollars aussi à investir à cet endroit-là. Nos centres communautaires qui ont besoin de réflexion, qu'il faut construire également des nouveaux centres communautaires pour le centre-ville, on vote contre ça aussi. Un peu dommage. Nous, on a respecté nos engagements, on a baissé la dette telle que promis, on a signé les conventions collectives, on a réglé des fonds de retraite, on a construit un amphithéâtre sous les coûts prévus et dans les délais en plus. Je pense qu'on a un PTI aussi pour l'avenir qui est très constructif. On s'occupe pour des vraies choses, on va sur le terrain, on fait du bien aux gens aussi avec tout ça et on améliore la qualité de vie du Québec. Je tiens à souligner le travail de l'équipe. On a travaillé là-dessus pendant des mois, une équipe formidable aux finances, à la direction générale. Merci pour le grand travail. Merci, Jonathan, aussi d'avoir piloté ces rencontres-là de main de maître. Merci. Madame Véro? Je vais être brève, Madame la Présidente, parce que j'aimerais souligner des bons coups également de notre administration en investissement. Depuis notre arrivée à l'administration municipale, tous les investissements qu'on a faits dans les parcs et les équipements de loisirs où il y avait un déficit considérable dans les quartiers centraux. Alors, ça, je pense que c'est à souligner. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Et les immobilisations payées comptant également, je pense que c'est important. Le dernier budget de l'équipe de M. Bussière avait décidé d'enlever totalement les immobilisations payées comptant. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Et Mme Guérette a dit qu'on déménageait le marché du Vieux-Port pour nourrir le pourtour de l'amphithéâtre. Je ne sais pas comment juger cette phrase-là. Mais je ne sais pas comment l'interpréter.
mais c'est une phrase qui me choque un peu, pour nourrir le pourtour de l'amphithéâtre. Alors, moi, dans mon village de Limoilou, mon beau petit village, comme on les appelle, et qui ça va bien dans mon village, moi. Alors, mais je pense pas qu'on amène le marché du Vieux-Port pour nourrir la population de mon village. On l'amène pour créer un nouveau site, alors avec une vision d'avenir. Alors, c'est une drôle de phrase que j'interprète d'une drôle de façon. Merci. Merci. D'autres interventions? Donc, prêt à passer au vote? Donc, quels sont ceux qui sont favorables à l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2016-2018? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Point 4, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption des prévisions budgétaires 2016 reliées aux responsabilités d'agglomération de Québec. C'est proposé par M. le maire et c'est appuyé par M. Julien. Est-ce qu'il y a des interventions? Point 5, vous me demandez le vote? Parfait. Donc, le vote est demandé pour l'autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption des prévisions budgétaires 2016. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Point 5, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2016-2018 relié aux responsabilités d'agglomération de Québec. Est-ce qu'il y a des interventions? C'est d'abord proposé par M. le maire et c'est appuyé par M. Normand. Une intervention? Donc, aucune intervention? Le vote est demandé. Donc, quels sont ceux qui sont favorables à l'autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2016-2018? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Point 6, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du budget du Réseau du transport de la capitale pour l'exercice financier de 2016. C'est proposé par M. le maire et c'est appuyé par M. Rémy Normand. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Point 7, le vote est demandé pour le point 6. Donc, quels sont ceux qui sont favorables à l'autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du budget du Réseau du transport de la capitale? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Point 7, autres décisions reliées à l'adoption des prévisions budgétaires 2016 et au programme d'immobilisation 2016-2018. C'est proposé par M. le maire. Il n'y en a pas, Madame, pas d'autres propositions. Donc, c'est un sujet ouvert. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Ce matin, il n'y en a pas. Point 8, adoption de règlement. FN 2015-058. Donc, c'est le règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2016, règlement de la Ville de Québec 2377. C'est proposé par M. le maire. C'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires? Le vote est demandé directement. Aucune intervention préalable? Non. Donc, quels sont ceux qui sont favorables au règlement? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Point 9, période de questions des citoyens. Je rappelle aux citoyens qui sont présents dans la salle que s'ils ont des questions qu'ils souhaitent venir poser, ils doivent porter exclusivement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour, tout comme pour les conseillers. Donc, est-ce que j'ai des citoyens intéressés à venir poser une question? Monsieur? Mon nom, c'est Michael Parrish. Bonjour. Je suis venu pour un autre sujet, mais le sujet du jour, les immobilisations, ça m'intéresse aussi. Hier, je suis allé patiner à la patinoire Gaétan-Boucher. On était au bas mot 1000 personnes sur ces 3h30 de patinage libre. J'aimerais savoir, M. Lebaume, si on tient compte du fait qu'on apprécie beaucoup cette patinoire-là pour pouvoir prendre l'air, être en plein air pour patiner, en attendant que le patinoire au Pointe-aux-Lièvres est en état de marche. Est-ce que vous tenez compte des vrais utilisateurs de cette patinoire-là? Merci, voilà. monsieur. Premièrement, avec l'anneau de glace, ça va être des dizaines de milliers de personnes qui vont venir. Pour ceux qui veulent prendre l'air, ils vont aller sur l'Oval, sur les plaines d'Abraham, la patinoire au Carré du Ville, puis éventuellement lac Saint-Charles. Il n'y aura aucun problème. Merci. Monsieur, vous avez droit à une seconde question si vous le souhaitez, à moins que d'autres personnes souhaitent intervenir. Non, comme j'ai des personnes, selon le règlement, vous avez droit à une deuxième question, M. Parrish. Allez-y. Parce que le patinoire à Sainte-Foy est accessible. Et, au contraire, sur les plaines, là, il faut aller à pied. Là. On ne peut pas se rendre en voiture.
Puis ça, on sort avec des enfants, c'est un chial. La même chose pour Carrick-du-Ville, là. Je parle d'une place familiale, un endroit où on peut prendre l'air et un peu d'exercice. Merci. C'est parce qu'un point est toujours plus loin pour quelqu'un, plus près pour quelqu'un. Hein? Alors, Sainte-Foy, c'est loin pour les gens du centre-ville. Charlebourg, les autres, c'est loin ou c'est proche. Ça dépend où on... Alors, il y aura 2 places, 3 places encore pour prendre l'air en patinage. Je ne sais pas de quoi on se plaint, là. Merci. Pas d'autres interventions de la part des citoyens? Ça nous amène au point 10, clôture de la séance. Merci beaucoup. Une excellente fin de journée. On se revoit à 5 heures.